Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Nous sommes en compagnie. Alors, on va voir comment on l'appelle d'abord. D'un auteur au bistrot. Et on en attend un autre. Nous attendons Wilfried Nsondé qui va arriver dès que possible. Il a dû changer son transport parce que nos auteurs, Yann également, a comment dire, accentuer son empreinte carbone à cause de la grève des trains. Ils ont été obligés de prendre des avions. Donc d'abord, on les remercie d'être là et d'avoir fait l'effort malgré ces difficultés de venir. Et on est vraiment ravis de les accueillir. C'est donc une séance inaugurale. On a intitulé le débat, on a mis un titre pour mettre un titre, hein, c'est Voyage inaugural, puisque donc vous avez remarqué que cette année, il y a un fil rouge qui s'est dessiné au fur et à mesure de la programmation pour un auteur au bistrot. C'est la découverte des pays du monde et le voyage, parce que les livres nous font voyager déjà, et puis il s'est trouvé qu'au fur et à mesure de la programmation, c'est aperçu, et après on a accentué la chose, que les auteurs qu'on avait commencé à inviter nous parlaient de pays lointains, nous parlaient de voyages, et on s'est dit, bah tiens, c'est avant les vacances, ou au début des vacances, c'est une bonne idée de continuer à creuser cette thématique. Et donc Wilfried Nsondé va arriver d'un instant à l'autre, et pour pas trop décaler la soirée, on va quand même la débuter. Alors donc avec Patrick, Paul, Yann, Manouk, Roy. Comment est-ce qu'il faut vous appeler? Au choix quand même. Au choix, peu importe. Au choix. Je répondrai quand même, quoi qu'il arrive. Bon, c'est déjà une bonne chose. Donc parce que tous ces auteurs-là, tous ces noms sont des pseudonymes de Patrick Manoukian. Donc on a la chance d'accueillir tous ces auteurs en un seul homme. C'est pas mal et c'est plus économique pour nous, plus avantageux. Donc tous ces noms correspondent à différents types d'écriture, puisque vous êtes auteur multicarte, on va dire. Vous êtes scénariste de BD, vous avez écrit aussi des essais sur le voyage, justement, sous votre propre nom. Je crois que c'est les seuls, d'ailleurs, les essais sur le voyage, sous votre propre nom. Vous avez écrit des scénarios de bande dessinée, des livres pour la jeunesse également, entre autres choses, côté littérature. Et puis, vous avez écrit aussi du roman policier, et c'est sans doute d'ailleurs ces romans policiers qui vous ont fait connaître le plus du grand public, avec notamment un flic mongol au nom presque imprononçable, mais prononçable quand même, hein, Yerul Delger, qui a été un succès phénoménal, traduit dans de nombreuses langues. Je ne sais pas combien il y a eu de centaines de milliers de ventes, 500, 600 Oui, pour l'instant on est à 500. 500, bah, c'est énorme. 500 000, hein, pas 500. Oui, pas 500 exemplaires. Je sais que le livre va mal, mais quand même. Et donc, en tout cas, ce flic mongol extrêmement attachant, extrêmement particulier, qui vous a fait connaître donc, du grand public avec une trilogie qui en a fait le tour. Et puis ensuite, vous avez écrit, alors on est aussi tout à fait dans la thématique d'un auteur bistrot cette année, vous avez écrit un roman d'aventure sur le Brésil, Mato Grosso. Et là, vous revenez avec un thriller pur jus, qui s'appelle Hunter, donc chasseur en français, sous le pseudonyme de Roy Braverman. Alors peut-être juste un mot, vous l'expliquez au début, mais pourquoi justement ce changement de nom à nouveau? Alors, le changement de nom, il s'explique par la façon dont je viens à l'écriture. Je viens à l'écriture à la suite d'un défi avec ma fille. Le défi consistait à écrire 2 livres par an, dans un genre différent à chaque fois, avec un pseudo différent à chaque fois. Donc c'était déjà le parti pris au départ. Le premier livre, c'est Patrick Manoukian, l'essai sur les voyages. Le roman jeunesse, c'est Paul Égard, Les Bertignac. Ensuite, il y a un roman littéraire sous le nom de Jacques Harré. Et ensuite, il y a les polars sous le nom de Yann Manouk. Donc ça, c'est le point de départ, c'était de changer de pseudo à chaque bouquin. J'ai été obligé de garder le même pseudo pour les 3 Yerul Dagger. Et ensuite, grosso modo, c'est dessiné, en tout cas, on m'a fait comprendre chez Albin Michel d'arrêter les conneries, de rester avec un seul nom, avec un seul genre. Donc chez Albin Michel, c'est Yann Manouk, avec on va dire des polars de voyage, des polars nomades. Mais j'avais quand même envie d'essayer autre chose, c'est-à-dire un polar plus nerveux, plus musclé, plus direct, plus visuel. J'ai proposé ça dans une autre maison d'édition, donc c'est Hunter, c'est la trilogie.
Et ça sera une trilogie donc qui reste liée au voyage parce que le premier se passe dans les Appalaches, le deuxième se passera en Alaska, je suis en train d'écrire ici là, et le troisième se passera en Louisiane. Et pour cette trilogie-là, j'ai choisi un autre pseudo qui est un clin d'œil à quelqu'un qui, puisqu'on parle de voyage, a marqué un de mes tout premiers voyages. En 69, on était à San Francisco. On arrive des déserts. On a passé un mois dans les déserts de l'Ouest américain. On est à San Francisco, qui est une ville très froide. Elle peut être très froide même en été. On est 5, et dont certains ne parlent pas du tout l'anglais. Et j'ai dans ma poche un numéro de téléphone, et je ne sais pas qui me l'a donné et à qui il correspond. Et on est un peu fatigué, on arrive en bus, on est un peu coincé, on ne sait pas trop quoi faire. Et j'appelle ce numéro de téléphone, une femme décroche et je lui dis écoutez, voilà, je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas qui m'a donné votre numéro, mais voilà, on est ici, on vient d'arriver, on est crevé. Est-ce qu'il y a des endroits pas très chers où on pourrait dormir? Alors elle conseille le YMCA, je dis c'est pas possible parce qu'il y a une fille avec nous, elle conseille d'autres choses, je dis c'est compliqué. Bref, je lui fais comprendre qu'on aimerait bien qu'elle nous héberge. Et la femme le comprend aussi, elle nous dit pendant un moment, bon écoutez, sortez de la gare, vous montez 2 blocs et puis vous attendez à tel carrefour. Donc on y va, on sort, on est 5 avec tous nos sacs à dos, on est des vrais routards de l'époque, hein, les 69, hein, c'est pile poil les périodes hippies. Et arrive un grand station wagon et la femme nous fait signe, elle nous fait monter dans sa voiture, et elle nous emmène chez elle, sur une colline de San Francisco, à 100 mètres du carrefour mythique de Haight et Ashbury, où est né le mouvement hippie, où se déroulait tout ce qui se passait dans le monde hippie. On était à quelques centaines de mètres à peine, une maison magnifique, vue sur toute la ville, au sommet de la colline. Et très vite, elle nous dit, bon voilà, il y a une véranda, vous mettez vos sacs de couchage ici, puis dormez bien, reposez-vous bien. Et puis le lendemain matin, je me réveille avant les autres et je me dis, on a un peu gonflé quand même, on a un peu forcé la main comme avec cette brave dame. Et donc je me réveille le premier pour essayer de la remercier d'abord, et puis de m'excuser un peu. Puis je cherche dans la maison, il n'y a personne. Et donc je fouille un peu partout, je ne connais pas la maison, je pousse toutes les pièces. Et j'arrive dans une magnifique cuisine où il y a un petit-déj pour 5, un buffet d'hôtel, magnifique. Et il y a un mot. Et le mot dessus nous dit j'espère que vous êtes bien reposés. On avait prévu de faire des régates dans la baie avec des amis depuis longtemps. Donc nous sommes partis pour 2 ou 3 jours. La maison est à vous, la voiture est dans le garage, profitez bien de San Francisco. Et on a effectivement passé 3 jours à San Francisco, merveilleux grâce à ces gens, qui s'appelaient Breverman. Et je me suis dit, un jour ou l'autre, je leur ferai un petit clin d'œil. Je pensais leur faire un clin d'œil à travers un personnage, puis je me suis dit que l'idée était peut-être plus belle de leur faire un clin d'œil à travers un pseudo. Et d'ailleurs, il y a encore un truc très très bizarre, juste une petite anecdote, le temps qu'arrive Wilfried. Après, on y est retourné tous les 10 ans à peu près. Et tous les 10 ans, on est allé les revoir. Et la première fois qu'on va les revoir, je crois reconnaître la rue, je ne suis pas très sûr. Donc je regarde, je crois connaître la maison. Mais j'hésite quand même. Donc on garde la voiture dans la rue, cette fameuse rue complètement à pic de San Francisco. Et je vais frapper à la porte. Et un type m'ouvre. Et je ne le reconnais absolument pas. Et je lui dis, écoutez, ça va vous paraître un peu bizarre, mais je crois que vous m'avez hébergé il y a une dizaine d'années, mais je ne me souviens pas de vous, je ne sais pas si c'est vous exactement. Et le type m'interrompt, il appelle Lynn, viens voir. Et descend à ce moment-là la femme, qui est bien la femme qui était venue nous chercher. Et il s'est trouvé un truc fantastique, c'est que ces gens-là s'étaient séparés, ce couple-là s'était séparé quelques mois avant que nous arrivions à San Francisco la première année. Donc on avait connu la femme, mais pas le gars. Et 10 ans après, on arrive, et ils se sont remis ensemble depuis 2 mois à peine. Ce qui fait qu'à 10 ans d'intervalle, on a célébré avec eux leur premier anniversaire de mariage. Excellent. Alors, donc, quand on lit votre biographie, avant d'aborder peut-être un peu plus la façon aussi dont les voyages nourrissent vos écrits, quand on lit votre biographie, on voit que très jeune, effectivement, vous avez voyagé et pendant longtemps. Quelles étaient les motivations de ces voyages? Comment est-ce que vous les avez vécus? Comment est-ce que vous les avez organisés? Quel est votre rapport aujourd'hui au voyage? Alors, je pense que c'est un peu compliqué à comprendre. Il faut se resituer dans l'époque. C'est une époque où c'est pratiquement de plein emploi. On n'avait aucun problème pour trouver un job d'été. On pouvait prendre un job l'été, ça nous cassait les pieds. On démissionnait le mardi, le mercredi on travaillait ailleurs.
Donc, il n'y avait pas cette obsession du risque. Donc c'était facile de monter un voyage. On travaillait un mois, on gagnait un mois de salaire, on partait 3 mois. En gros, c'était l'équation. Et après, pourquoi il y avait à l'époque d'autres gars de mon âge qui, eux, ne partaient pas. Peut-être qu'il y a un lien avec mes origines arméniennes, puisque je suis originaire d'une famille qui est née d'une diaspora. Et je pense que le fait d'être une culture de diaspora, ça prédispose au voyage. Parce qu'en fait, les membres d'une diaspora sont des nomades culturels, en fait, mais des nomades quand même. Ensuite, mes parents ont toujours voyagé. Quand on était des gamins, ils prenaient, à l'époque, c'est une Juve A4, tout le monde mettait dans le coffre, et on faisait le tour de l'Europe. Je pense que c'est venu comme ça. Ça, c'était pour les petits voyages qui ont précédé le grand voyage. Et après, il y a eu ce grand voyage, entre guillemets, initiatique, qui a duré plus de 2 ans. Et là, c'était une vraie bascule. C'était une période charnière parce que j'avais terminé toutes mes études. J'ai fait des études assez longues, de belles études longues. J'étais prédisposé à devenir un haut fonctionnaire européen. J'ai fait partie de la première promotion du Centre d'études des communautés européennes. J'ai fait l'Institut français de presse, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un DES de droit. J'étais parti pour être un mec en costard à Canada Checkcase, quoi. On l'a échappé belle. Et puis le voyage commence par un hasard. Mon plus jeune frère a un peu de mal à passer son bac. Je lui dis si tu le passes, je te paye des vacances. Il a son bac, je lui demande où il veut aller, il me dit en Écosse, donc on va passer 15 jours en Écosse. Et en Écosse, on entend parler de ce volcan en Islande. On est en 73, ce volcan qui a failli faire imploser une petite île, l'île de Vestmannaeyjar, qui est d'ailleurs le sujet du prochain bouquin, chez Albin. On trouve le moyen, on trouve un bateau qui y va. Donc on va en Islande. En Islande, on veut aller sur cette petite île où il y a le volcan, qui est encore en fin d'éruption. Et on arrive à convaincre les autorités de former un groupe de volontaires internationaux, une sorte de brigade internationale de volontaires. Et on va sur cette île et on travaille 24 heures sur 24 pendant plus de 2 mois pour dégager l'île qui était ensevelie sous les cendres et sous la lave. Et ça fonctionne bien. Donc au début, on est volontaire, bénévole. Après, on travaille assez bien. Donc ils nous payent un peu, mais comme on est entièrement pris en charge, on ne dépense rien de ce qu'on gagne. Donc avec l'argent, on fait un tour de l'île principale, donc de l'Islande. Et là, un jour, on est dans le nord, du côté de Husavik. Et on est dans des espèces de trous d'eau chaude, tranquillement sur la montagne, à regarder la baie d'Husavik. Et il y a un bateau qui rentre dans la baie d'Husavik, enfin dans le port plutôt. Et c'est un bateau dont quelqu'un m'avait parlé. Une fille qu'on avait rencontrée sur la route m'avait dit qu'elle était venue sur un bateau de recherche américain et qu'elle avait été tellement malade pendant sa traversée qu'elle n'y remettrait pas les pieds. Donc je savais qu'il y aurait une place libre sur le bateau. Donc je suis descendu voir le capitaine. Je lui ai dit voilà, s'il y a une place libre, est-ce que je peux la prendre? Il m'a dit on verra ça à Reykjavik. Donc j'ai attendu Reykjavik et à Reykjavik je savais que la fille ne serait pas là, donc je suis allé. Je suis monté à bord, ils m'ont filé le job et j'ai traversé l'Atlantique, donc Islande, Groenland, Terre-Neuve, Canada, et puis après je suis resté aux États-Unis, et voilà. Et le voyage commence comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vrai voyage. C'est-à-dire que pour moi, un vrai voyage, c'est quelque chose dont la fin n'est pas prévue. C'est-à-dire dont la fin s'impose par un besoin de retour, ou par quelque chose d'inattendu. Mais c'est une différence avec un séjour touristique. Se dire je vais là de telle date à telle date, c'est une façon d'aborder les choses, c'est pas une façon de voyager. Alors, c'est un peu prétentieux ce que je dis, parce qu'à notre époque, on était obligé de faire comme ça. Mais à l'époque, on a 20 ans, le monde est facile, on peut faire, moi j'ai fait 40 000 bornes en stop aux États-Unis, 40 000, sans un seul pépin, pas un problème, pas une bagarre, pas... Aujourd'hui, même mon fils qui a aujourd'hui 44 ans me disait je vais faire le tour des États-Unis en stop, je dirais déconne pas, attends. Voilà. Donc à l'époque c'était quand même une époque, vraiment c'est une époque excellente pour avoir 20 ans à cette époque-là. Alors vous avez créé nos invités sont des voyageurs aussi. Alors Wilfried, pour vous présenter rapidement et puis situer un petit peu le livre pour lequel on vous a sollicité particulièrement, qui s'appelle Un océan, 2 mers, 3 continents. Donc oui, Wilfried, vous êtes né
en République du Congo, à Brazzaville. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 5 ans, vous avez passé votre enfance en région parisienne, et puis après vous avez déménagé en Allemagne, vous avez résidé à Berlin pendant 25 ans. Donc vous voyez que là aussi il y a un parcours de voyageur quelque part. Et à Berlin, vous avez ou peut-être même avant d'ailleurs, je ne sais plus, vous avez commencé par être chanteur, compositeur, avec votre frère notamment. Je pense que demain, je ne sais plus, c'est Claudine qui anime la rencontre, hein, et il en sera question. Il me semble que tu as réussi à avoir le disque, donc demain on parlera aussi chanson. Et vous êtes également évidemment romancier, vous avez écrit, je ne sais plus, 5 ou 6 romans. Si je ne dis pas de bêtises, je ne les ai pas comptés. En fait, 5 et demi, parce que j'en ai un que c'est pas vraiment un roman. 5 et demi, voilà, 5 et demi. Des romans qui sont souvent des romans très contemporains, même si il peut y avoir un lien avec des racines, l'Afrique ou avec le passé, ou qui peuvent être situés à une période historique, je pense à la berlinoise en 1989, donc à une période où le mur de Berlin tombe. Donc des romans quand même assez contemporains. Et là, vous revenez avec un roman qui est un roman à la fois d'aventure, peut-être même avant toute chose, un roman historique qui se situe au début du XVIIe siècle. Donc l'histoire, c'est un personnage qui s'appelle Saku Nevunda, qui est né au Congo à la fin du XVIe siècle, qui est un enfant orphelin. Très, très rapidement, dès le début du livre, ses parents meurent et il est recueilli par des missionnaires qui vont l'élever dans la tradition catholique. Et puis ce jeune homme congolais, je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs à l'époque. À cette époque, non. Ce jeune Congo. Congo. En montant quand je parle. Enfin, comme ça en fait. Voilà. Donc ce jeune homme va devenir prêtre, un des tout premiers prêtres noirs sans doute, va être baptisé, il s'appelle Don Antonio, Oui. et il se trouve qu'il va exercer là où il est né. Vraiment, il a une foi tout à fait sincère, honnête. C'est quelqu'un qui vit humblement et qui tient à vivre humblement parmi les gens de son peuple, qui ne renie pas non plus, ça c'est intéressant dans le livre, il en est beaucoup question, les liens qu'il peut y avoir entre les religions, les croyances, les mythologies africaines et la religion catholique, et qui fait son office avec générosité en essayant de gérer sa paroisse du mieux qu'il peut et d'aider les gens du mieux qu'il peut. Et puis, il nous décrit un petit peu son pays et il se trouve qu'il va être appelé par le roi du Congo pour servir d'émissaire. Il lui dit le Congo est un pays à cette époque en plein bouleversement, où l'esclavagisme a pris beaucoup d'importance, où les esclaves sont devenus une source marchande convoitée. Et il lui dit écoute, j'ai laissé faire des choses, mais je m'en mords un peu les doigts. J'aimerais que tu ailles auprès du Vatican pour plaider notre cause, celle de notre pays et celle des esclaves, pour que l'Église fasse quelque chose. Et donc évidemment, ce prêtre qui vraiment a une foi pure, on va dire, accepte. Et là, c'est le début d'une aventure. Enfin, déjà, sortir de son village est une aventure parce qu'il n'était jamais sorti de son village. Et à partir du moment où il accepte cette ambassade, eh bien, notre personnage va être baladé au propre comme au figuré, puisque on va le mettre sur un bateau. Et il ne part pas tout de suite pour l'Europe, mais il part d'abord pour le Brésil, et il s'aperçoit que le bateau dans lequel il va embarquer a une cargaison précieuse, qui est une cargaison précieuse en termes financiers, et humains évidemment, mais qui est une cargaison d'esclaves. Et donc le bateau va partir d'abord au Brésil, et on va suivre les aventures de ce personnage. Donc c'est un personnage qui a vraiment existé. Comment est-ce que vous l'avez découvert? C'est quelqu'un dont on sait peu de choses, finalement. Comment est-ce que vous l'avez découvert, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce personnage? Ok, alors d'abord, c'est important de préciser que c'est à la demande du pape. C'est Clément VIII qui voulait un ambassadeur africain au Vatican. Donc il a contacté le roi du Congo, qui a choisi Dom Antonio Manuel. Et alors, moi, c'est un personnage que j'ai rencontré par hasard, parce qu'il était évoqué dans un des livres de mon frère. Mon frère est historien, spécialiste du royaume du Congo des 17 et 18e siècle. Et dans un des livres de sa bibliographie, il y avait l'évocation de ce prêtre-là. Et moi, ça m'a tout de suite
intéressé parce que d'un, je n'aurais jamais pensé que le pape en 1604 voulait qu'il y ait un ambassadeur africain au Vatican. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était qu'effectivement, il monte sur un bateau qui transporte des esclaves parce qu'à l'époque, on n'allait pas d'Afrique en Europe, ça faisait pas de sens. On faisait le trajet du commerce triangulaire. Mais lui, sur ce bateau-là, même s'il a la même couleur de peau que ceux qui sont dans l'entrepont, lui, il n'y est pas, parce qu'il est ambassadeur. Donc sur ce bateau-là, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a des esclaves, des matelots, des officiers, un capitaine et un ambassadeur. Et parce qu'on oublie que le fait de définir les gens selon leur couleur de peau est quelque chose de très récent. Au XVIIe siècle, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Les théories de la race, c'est fin du XVIIIe siècle, où on consacre, où certains théoriciens entendent consacrer qu'il existerait comment dire, une nature particulière aux êtres humains selon leur couleur de peau. Mais c'est quelque chose qui est très très récent. Et donc, et ça c'est la troisième chose, je me rends compte que j'ai la possibilité avec ce personnage-là de revisiter l'histoire de la traite et pourquoi pas de faire en sorte qu'on ne se clive plus quand on pense à la traite, mais que ça devienne un phénomène de l'humanité, un traumatisme de l'humanité et pas une guerre entre les Africains, les Européens et ainsi de suite. Et la quatrième chose, peut-être enfin, la plus déterminante, c'est que je me rends compte que le parcours de ce prêtre-là est fondamentalement romanesque. Parce que donc il monte sur un bateau qui transporte des esclaves jusqu'au Brésil. Du Brésil vers l'Europe, il se fait attaquer par des pirates néerlandais convertis à l'islam parce que basés en Afrique du Nord, dans le contexte de guerre entre les protestants d'Europe du Nord et l'Espagne, que ces pirates l'emmènent à Lisbonne, parce qu'à Lisbonne, il y a une communauté d'étudiants du Congo, et que de Lisbonne, il marche vers Madrid et qu'il se fait arrêter par l'armée de la Sainte Inquisition espagnole, qui l'incarcère et le pape envoie. Et donc c'est plus Clément VIII, parce que là on est en 1607, c'est Paul V qui envoie ses frères le délivrer de prison. Il sort de prison, il traverse la Méditerranée, il arrive à Rome. Il arrive à Rome au moment du festival de Rome, parce qu'il y avait un festival, non, un carnaval, pardon. Et que le pape le rencontre et qu'il est impressionné par son intelligence, par la profondeur de sa foi, mais qu'il meurt très vite, parce que bon, l'Inquisition, c'est pas de nature. L'a un peu malmené, oui, il faut Au dire. rang de la santé. Et donc, et le pape est tellement impressionné par sa foi qui décide des jours de deuil en son honneur. Donc voilà, on est en 1608 et le pape décide pour un Africain plusieurs jours de deuil. Et il le fait enterrer sous la basilique Sainte-Majeure et sculpter son buste en marbre noir dans la basilique. Et si vous allez à Rome, ne manquez pas, c'est près de la gare de Termini, vous allez voir le buste de notre ouais, voilà, de notre prêtre. Donc je me dis, oui, il y a du... et c'est presque aussi un polar, puisqu'il faut qu'il arrive à Rome, mais il a les esclavagistes aux trousses, il a les pirates aux trousses, il a les inquisiteurs aux trousses, mais il y arrive. Mais dans quel état, on ne sait pas trop, il faut le dire. Voilà. Donc voilà, il y a des réflexions sur l'esclavage, il y a des réflexions sur l'Inquisition, il y a du suspense, des aventures, voilà. Donc il y a tout. Lisez-le, vous ne serez pas déçus. Mais donc, effectivement, alors dans les paradoxes qu'on voulait souligner en vous invitant tous les deux, c'est aussi pour ça que la rencontre, même si vos deux livres paraissent éloignés dans l'absolu, j'espère bien que vous les lirez tous les deux à l'issue de la rencontre si ce n'est pas déjà fait. On peut dire que c'est le blanc qui écrit de la noire et le noir qui écrit de la littérature blanche, mais en fait il y a des points communs aussi.
entre les deux, et les frontières, heureusement, en littérature, finalement, enfin, les étiquettes sont faites pour être éclatées, et votre roman est aussi tout à fait un roman de suspense. Et dans les choses qui étaient communes, que peut-être je voulais aborder, c'est aussi la façon dont vous avez le fond de vos livres, enfin un des fonds de vos livres, un des sujets principaux de vos livres, c'est l'esclavage, quelque part. Que ce soit une mise en esclavage historique, ou pour le coup, là, dû à un meurtrier. Alors, parce que donc il y a ces femmes, pour ce qui vous concerne, qui disparaissent, et puis on va comprendre rapidement qu'elles sont mises en esclavage pendant des années, et puis on se dit mais quand même il exagère un peu, Yann Manouk, Roy Braverman, ces femmes pendant 15 ans, mais c'est pas possible, etc. Et à la fin, vous citez un flic des faits réels, et on s'aperçoit que si, c'est tout à fait possible. Donc pourquoi est-ce que vous avez voulu traiter ce thème-là, et comment est-ce que vous l'avez abordé? Honnêtement, moi, j'ai pas voulu traiter ce thème-là. Ce thème-là existe dans le bouquin, mais j'ai pas voulu le traiter ici. Il se trouve que je suis en train d'écrire une saga historique pour Albin sur les génocides arméniens, donc, enfin sur 1 an de diaspora arménienne après le génocide. Et le point de départ de cette saga, c'est le destin de ma grand-mère qui, à 10 ans, a vu sa famille massacrée par les Turcs et par les Kurdes, et qui, elle, a été vendue comme esclave à une famille de marchands d'Alep, et qui est restée 6 ans esclave, je vais dire vendue, hein, parce qu'en fait, la seule différence, c'est d'être vendu, c'est d'appartenir à quelqu'un, corps et âme. Voilà, là, je vais vraiment aborder le sujet. Là, le sujet est dedans, parce que on est quand même loin quand même de l'esclavage entre l'Afrique, l'Europe et le Nouveau Monde. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Wilfried et qui moi, me touche vraiment, c'est que moi, je suis très content que mes bouquins ne soient pas marqués polar ou thriller. Il y a écrit roman sur la couverture. Et pour moi, une des grandes forces du polar, c'est d'avoir ramené la littérature au romanesque. C'est qu'à l'intrigue. À l'intrigue échevelée, c'est Dumas, quoi. Voilà. Et c'est vrai que dans mon bouquin, j'ai pas lu en entier le bouquin, mais ce que j'ai attaqué, c'est fort. C'est très très fort. Et c'est fort, il y a une chose aussi, et je le dis maintenant parce que ce que j'aime beaucoup, c'est que quand un auteur parle crée une aventure romanesque, et qu'il parle de quelque chose qu'il connaît bien, d'un pays, etc., on voit toujours transparaître quelquefois des petites phrases qui sont vraiment de l'ordre de l'intime. Et j'ai pas retenu la phrase dans sa totalité, mais à un moment tu parles d'un personnage qui dit que les belles pierres de sa nouvelle demeure ne lui permettront plus de ressentir la moiteur de son pays. Et on sent que ça, c'est une vraie émotion. Ça fait partie des trucs qu'on glisse dedans et qui viennent de nous, quoi, qui sont pas forcément indispensables à l'histoire, mais qui sont de ces fameux jalons dont je parlais tout à l'heure qu'on glisse pour nous, en espérant que ça contribue au tissu, quoi. Mais c'est vraiment... le thème est fantastique, hein. Alors déjà, cette façon d'aborder ce thème-là, alors on ne va pas le réduire ce livre à ça non plus, parce qu'il y a plein de choses autour. Il y a effectivement l'histoire, le contexte historique. On voit, quand je dis que ce personnage se fait balader, c'est parce que très vite il va être le jeu et l'enjeu, même la cible carrément de différents pays, de différents mouvements politiques, religieux, etc. Donc il y a plein de choses. C'est un roman d'aventure aussi, de pirates aussi. Il y a ce personnage néerlandais à la fin là, qui est complètement fou, qui a des maux de tête, qui est assez hallucinant. Qui a vraiment existé, hein. Le Capitaine Diable a vraiment existé. Sauf qu'il a sévi sur l'Atlantique vers 1650. Moi, je le ramène à 1605 parce que quand même, c'était tentant quand on tombe sur le Capitaine Diable et qu'on est un prêtre, on les fait se rencontrer. Forcément, forcément. Et alors du coup, comment est-ce que vous abordez donc cette thématique, qui est une des thématiques du livre, mais pas la seule, cette thématique de l'esclavage dans le roman? Parce que il m'a semblé quand même que cette façon de l'aborder par les yeux d'un Congo, donc qui lui est pas traité comme les autres membres de sa communauté, de son peuple, qui les regarde différemment, qui le découvre parce qu'il est très naïf. Au final, c'est un genre de Candide aussi. C'est assez nouveau. J'ai l'impression que dans la littérature, souvent, ou dans les témoignages, on va voir des témoignages ou des esclavagistes ou de gens qui en ont souffert, qui ont été esclaves, voilà, mais pas forcément un regard
justement différent, un peu décalé comme le sien. Ouais, bah c'est pour ça que ce personnage est intéressant, parce il est presque un témoin neutre. Mais je voulais dire, quand je me suis intéressé au thème, comme vous dites, de l'esclavage, très vite, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de ça, ou pas que de ça. Pas que de ça. C'est que dès l'instant où j'avais cette intention de de le revisiter, je découvrais beaucoup d'autres aspects. Quand vous dites des gens de son peuple, ça c'est une conception du XXIe siècle au XVIIe siècle. Même en France, le Seigneur ne considère pas qu'il est du même peuple que les serfs. Voilà, et le prêtre au Congo, alors bon, celui-là, parce que c'est moi qui le fais vivre, considère les esclaves comme des êtres qui méritent compassion et empathie. Mais en vérité, on est là dans un siècle où l'inégalité entre les êtres humains est quelque chose d'accepté par tous. Personne dans le monde ne remet en question au XVIIe siècle qu'il y a des êtres humains qui valent moins que d'autres. Alors d'abord, les femmes, ça ne vaut pas grand-chose. Sur le marché aux esclaves de Lisbonne au XVIIe siècle, où on vendait des Africaines, des Européennes, des Orientales, le cheval valait 20 fois plus qu'une femme. Donc ça vous pose un peu le décor. Et ce qui est intéressant quand on traite l'esclavage, c'est qu'on en vient vite à se poser des questions sur, comment dire, sur quel choix d'humanité on fait. Considérant que l'esclavage est un choix possible. Je peux voir Yann me dire, tiens, mais peut-être il est fort, je peux le considérer comme un outil, donc le vendre. Je peux aussi le considérer comme mon frère. Voilà, mais et autour de l'esclavage, il y a des questions fondamentales qui se posent. Voilà. Et c'est ce qui m'intéressait plus que de traiter l'esclavage transatlantique. C'est que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond. Et c'est pour ça aussi que dans ce livre, je ne me contente pas de dénoncer l'esclavage, je propose une humanité au travers de l'amitié que le prêtre tisse avec un jeune Français qui se trouve sur le